Voilà, en tout cas, merci pour l'invitation. Moi, je suis vraiment content d'être là. Je vais vous parler de la télévision. C'est un sujet qui a été énormément étudié dans la littérature scientifique. Je vais me placer ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue de sociologue. Bourdieu, Chomsky, ces gens-là l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je vais me placer d'un point de vue strictement scientifique. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il y a dans la littérature scientifique, médicale, en neurosciences, et je vais m'en tenir à ça. Et vrai que c'est déjà pas mal, tout ce qu'il y a. Donc voilà. Si vous avez des questions, si je vous perds dans la nature, parce que des fois je me perds tout seul, mais je perds les gens aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous êtes un peu trop timide, faites-moi une grimace et je comprendrai que je vous ai perdu. Et puis on va y arriver. Alors la télévision, d'abord juste une ou deux idées reçues, si ça marche. Le PowerPoint c'est autant pour moi que pour vous, parce que comme ça je me perds pas non plus trop. Ouais, bon. Alors, alors, le grand truc, c'est que la télévision, c'est même plus la peine de s'y intéresser parce que c'est vraiment le média déserté. Les jeunes ne la regardent plus, ils sont tous barrés de la télévision. Ils sont tous sur Internet. Alors, quelques citations comme ça, à droite, à gauche. Désolé pour les gens qui sont de mon âge et plus vieux, mais sachez que la télévision est devenue un média de vieux. Donc, si vous la regardez, voilà, c'est une tapisserie accrochée au mur. Les jeunes ne la regardent plus, ça inquiète les télécrates. Voilà, les jeunes se détournent de la télé pour Internet. Donc ça, c'est ce qu'on nous raconte tout le temps sur la télévision. En général, il y a des études qui le montrent, des études qui sont faites très souvent par des sociétés qui vivent de la publicité sur Internet. C'est un peu par hasard. Voilà. La réalité, ça c'est juste le dernier article du Point, tiens, qui vient de sortir. Je ne suis pas un grand fan du Point, quoique. Les Français se gavent de télévision. Juste pour vous montrer que l'année passée, en 2011, c'est 3h47 en moyenne. On a regardé la télévision. On a augmenté de plus d'un quart d'heure. C'est le nouveau record. Et tous les ans, ça augmente. 3h47 pour les 4 ans et plus, pour vous donner une idée. C'est 11 ans, si vous arrivez jusqu'à l'espérance de vie à 80 ans, c'est 11 ans de votre vie que vous aurez passé devant la télévision. Sans dormir, sans manger, sans faire pipi. Si vous êtes à peu près normaux et que vous êtes comme moi et que de temps en temps, il faut que vous y alliez et puis il faut que vous dormiez un peu, si on compte 7h30 à 8h pour ça, vous aurez passé à peu près 18 ans de votre vie devant la télévision, à l'espérance de vie. Donc ce n'est pas des choses qui sont négligeables. Et surtout, ça augmente. Bon, alors celui-là, il est vilain, c'est juste pour moi, vous verrez rien, mais c'est pas grave, c'est juste pour la musique. C'est juste pour vous montrer que ça a augmenté, ça c'est Médiamétrie. C'est le tableau qui est publié par Médiamétrie, qui regarde un peu les consommations télévisuelles, et c'est le dernier. Alors l'année passée, les 15 ans et plus, ils ont augmenté de 17 minutes, ils sont à plus de 4 heures par jour de télévision. On se dit 4 heures, moi je regarde pas, ça va vite, vous rentrez à 19 heures, vous la mettez, vous regardez le journal, 1, 2, 3, Docteur House, et hop, ça fait 4 heures. Voilà, donc plus 17 minutes. Alors, les enfants de 4 à 14 ans, plus 6 minutes, ils sont à 2h20. Sauf que ces 2h20, ça ne tient pas compte. On sait normalement, notamment pour les 4-10 ans, qu'il y a une grosse consommation de DVD, et ça, c'est pas compté par Médiamétrie. En gros, on est plus à 2h40, 2h45. Là encore, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ça veut dire qu'à la fin de l'année, si vous comptez en moyenne combien de gamins il a passé devant la télé, combien d'heures il a passé, combien d'heures il a passé à l'école, il a passé plus d'heures devant la télévision que devant son instituteur. Il ne faut donc pas s'étonner que ça ait quelques effets. Alors ça, c'est les fameux digital natives. C'est ceux qui sont nés avec un ordinateur dans le berceau, tout ça, qui ne regardent plus la télé. Ce sont des geeks, des multitaskers, des fous furieux. Et bien eux, plus 7. Ils sont à 2h45 par jour. Et ça augmente. Ça augmente en France, ça augmente aux États-Unis, ça augmente en Allemagne, ça augmente partout. Plus ils passent de temps, plus des études sur les jeunes, plus ce sont ceux qui passent le plus de temps sur l'ordinateur et sur les jeux vidéo, qui en plus passent le plus de temps sur la télévision. J'y reviendrai pas, mais ce n'est pas des activités qui se phagocytent les unes les autres. Les activités qui sont phagocytées par les écrans, c'est le sommeil, notamment, c'est les activités sociales, c'est les activités culturelles, etc. Donc dire, comme je l'ai entendu, franchement, leur supprimer la télé, c'est pas une bonne idée, ils vont tous se jeter sur Internet, c'est pas vrai. La télé, ils la regardent plus, ils la regardent d'autant plus qu'ils passent de temps sur Internet, et c'est d'autant plus vrai que maintenant, la télévision, avant, elle vous enchaînait à votre canapé, et maintenant, elle vous suit partout. Elle vous suit sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable. Donc tout ça, ça ne va pas s'arranger. Il n'y a pas d'étude en France. Il y a une étude aux États-Unis qui vient de sortir qui montre que ces nouveaux usages, c'est-à-dire la télé en dehors du salon, celle qui vous emmenait dans votre téléphone, celle qui vous emmenait sur votre ordinateur, c'est déjà 1 heure par jour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont enseignants et qui sont enseignants à l'université. En université, c'est extraordinaire. Il a fallu mettre des ordinateurs partout parce que les étudiants ne peuvent plus écrire. Maintenant, ils tapent avec des claviers. Et quand vous passez dans les rangées, comme ça, les ordinateurs ils se ferment tous les uns après les autres. Et de temps en temps, vous avez un demeuré qui s'est endormi. Et vous avez au choix un match de foot. La dernière fois, c'était Lens, etc., etc. Donc, vous n'êtes jamais en retard d'une guerre. Donc, voilà. Donc, quelle que soit la catégorie d'âge, ça augmente. Pour les 50 ans et plus, ça a augmenté de quasiment 25 minutes.
C'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus la télévision, quel que soit notre âge. Et ça, c'est vraiment un message important parce qu'on a tendance à nous dire que ce n'est pas très vrai. Voilà. Alors celle-là, je l'aime. Quand vous allez faire une conf sur la télévision, les gens vous disent « Ouais, mais oh, garçon, c'est culturel la télévision. » Il y a des super films. Il y a des documentaires aux petits oignons. Et voilà, un petit sondage IFOP qui, moi, me fait mourir de rire. Donc quand vous demandez aux gens ce qu'ils aiment à la télévision, ils aiment les documentaires. Le cinéma, mais le bon. Pas Rocky, le vrai cinéma, le truc d'auteur, quoi. Et alors ce qu'ils détestent, mais alors vraiment ce qu'ils vomissent par-dessus tout, c'est la télé-réalité tout en bas, vous le voyez peut-être pas là, mais le petit truc là qui a peine à dépasser, là, qui ressemble à un zizi tout mou, c'est la télé-réalité. Voilà, et voilà. Et alors quand vous demandez aux gens vraiment ce qu'ils aiment comme documentaire, ils vont vous dire les voyages, la découverte, les trucs sur les animaux, l'histoire. L'histoire ça tombe bien, il n'y en a plus à l'école, mais il y en a à la télé maintenant. Les arts, la musique, le théâtre, bref. Voilà à quoi ressemble notre télévision et ce que sont les souhaits des gens. Et voilà les chaînes qu'aiment les gens parce qu'elles y trouvent des bons documentaires. Arte, 45%. Un carton, première chaîne. Cherchez pas TF1, ils sont tout en bas. Là, voilà. Donc personne ne regarde TF1. Et Planète, les gens aiment bien Planète. Voilà. Alors ça, j'ai pas pu vous mettre les 100, mais ça vient de sortir. C'est les 100 meilleures audiences de l'année passée, ça c'est les 20. Cherchez pas les documentaires, ils y sont pas. Vous en trouverez pas. C'est un mystère des sondages. Alors vous trouverez du rugby, vous trouverez Claire Chazal accouchant en DSK sur son canapé, et vous trouverez des super films d'auteurs, Le Mentaliste, Dr House, Esprit criminel, j'ai jamais vu, mais ça doit être du même avec Abby, je pense, et encore du rugby. Et c'est pareil dans les 100. Donc si vous cherchez un documentaire dans les 100, c'est même pas la peine de vous déplacer, vous l'aurez pas. Et voilà les audiences réelles. Alors je vous rappelle quand même celle-là. Nous avons plébiscité Arte quand même. Alors Arte, cherchez en bas. Hein. Ceux qui sont au fond, vous allez avoir du mal. Donc TF1 est tout en haut. Arte, Arte 1,5% d'audience. Voilà. Planète, elle n'y est pas, c'est 0,01 quelque chose. Animaux, c'est encore moins. Je ne sais pas si elle existe. Voilà. Sur la même feuille. Pardon ? Il faudrait mettre les deux sur la même feuille. Ouais. C'est vrai. Bon. Donc voilà. Je ne l'ai pas fait. Du coup, je passe pour un blaireau. Bref. Donc voilà. Simplement, ce que je veux dire par là, que les gens regardent TF1, je m'en fous. Enfin, ça m'arrache un peu l'âme pour leurs enfants, mais c'est pas très important. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la télévision, contrairement à ce qu'on nous dit, qu'on essaie de nous faire croire, c'est pas un espace culturel. La télévision, c'est pour les gens un espace de divertissement entre guillemets, et c'est surtout pour les gens qui la produisent un espace commercial. Je vais vous ressortir une formule de Patrice Lelay dont on a entendu qu'un petit bout, mais qui me paraît quand même intéressante de rappeler parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont raté quand même. C'est la chose la plus honnête que quelqu'un ait jamais dit sur la télévision. Et le mec, il en a pris plein la courge. Comme quoi, il ne faut pas toujours être très honnête. Hop, là voilà. Donc Lelay nous a dit, je vous la lis, pour ceux qui ne voient pas, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Quel joli mot. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Le gars qui est dans son canapé, qui se prend pour le roi du pétrole et qui zappe comme une bête comme ça le soir et qui se dit c'est moi le chef, bah ouais, le mec, il a un peu le même statut qu'un paquet d'esquimaux dans un frigo de supermarché, c'est-à-dire que c'est ce que Patrice Lelay va capter, enfin lui et ses comparses, il va capter, et puis va vendre aux annonceurs. C'est-à-dire que quand vous regardez la télévision, c'est pas vous le chef, c'est pas vous qui avez la plus grosse, comme on dit chez moi, c'est vous le produit. Je vous attrape, je vous vends, et plus j'en ai attrapé, et plus je vends ça cher. En gros, voilà le principe. Donc la télévision, il ne faut pas perdre de vue que c'est un espace commercial. C'est d'abord un espace de divertissement et c'est un espace commercial. Et quand le lait dit disponible, franchement, il rigole pas. Alors, j'aurai peut-être pas le temps de le détailler, mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait autant de violence à la télévision? Bah, c'est tout bête, c'est pour rendre le cerveau disponible. Parce qu'on s'est rendu compte, les neurophysiologistes savent ça depuis des dizaines d'années, que quand vous êtes soumis à un stress, quand le cerveau est soumis à un stress ou à une anxiété, il retient beaucoup mieux les messages qui viennent derrière. Ça se comprend au niveau évolutif. Quand vous avez été dans une situation difficile, vous avez intérêt à vous en souvenir pour ne pas vous remettre dans une situation difficile. La publicité, la violence tire profit de ça. Souvent, vous avez un pic de stress. Ils vous arrêtent juste au moment où ils vous mettent la pub, simplement parce que vous retenez beaucoup mieux le message publicitaire. Il y en a parmi vous qui connaissent le chien de Pavlov, sûrement. Le chien de Pavlov, c'est tout con. Vous lui amenez à manger en même temps que vous faites sonner la cloche. Puis au bout d'un moment, vous faites sonner la cloche et il se met à baver parce qu'il a été conditionné. Il croit que la nourriture arrive. Vous le conditionnerez beaucoup plus vite si vous le stressez avant.
Le spectateur, c'est pas tout à fait un chien de Pavlov, quoique nous sommes un peu des mollusques évolués, mais on y arrive aussi avec des programmes violents, par exemple. Alors juste pour savoir que ces gens-là ne sont pas des poètes, on nous dit parfois, ouais, mais quand même, il y a des garde-fous. Juste deux slides, ça mériterait un topo complet sur ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing. Alors c'est un mot pompeux pour dire, il y a des failles dans le cerveau, j'y reviendrai. Il y a pas de plus. Enfin, moi, je travaille sur le cerveau. Je suis chercheur en neurosciences, chercheur à l'INSERM. Je travaille sur le développement cérébral. Le cerveau, c'est une mécanique extraordinaire. Mais c'est con. Mais c'est con un cerveau. Il n'y a pas plus con qu'un cerveau. Je m'excuse de le dire aussi grossièrement. C'est plein de failles, c'est plein de trous. Et quand vous arrivez à rentrer dans les trous, vous arrivez à faire passer des messages, ou en tout cas, vous arrivez à orienter le comportement des gens. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que fait, ce qu'ils appellent pompeusement le neuromarketing. Un petit exemple ici. Une citation parmi d'autres. Alors, c'est un neurochirurgien qui a un grand sens de l'éthique à l'évidence, et c'est un professeur émérite, je vous prie, pas n'importe lequel, à HEC, grande école de commerce, comme chacun sait, et qui nous explique, ils ont monté une boîte privée, évidemment, pour faire du pognon, ça se fait. Visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible, seul l'enfant apprend bien. Les cigarettiers et les limonadiers, donc les vendeurs d'alcool, savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neurosciences ont appris aux entreprises des âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le savoir acquis par la recherche fondamentale au service de la publicité. On n'est plus dans la publicité que moi j'avais quand j'étais gamin. Le mec, il venait, il nous faisait mettre le pot de Banania. Banania, c'est bien, on avait envie, on n'avait pas envie d'acheter le Banania. Ou la mère Denis, là, qui venait vendre son lave-vaisselle. Là, on est vraiment dans des processus qui vont frapper le système en dessous de sa ligne de flottaison. On passe en dessous. On fait rentrer des messages à l'insu du système. Si le mot viol a un sens en français, on est vraiment dedans. Obtenir quelque chose de quelqu'un à son insu et contre sa volonté. Alors, pour ceux qui penseraient que j'exagère, ces gens-là ont été le sujet d'un petit reportage. Si j'arrive à le mettre en marche et que mon truc veut bien apparaître un jour, le voilà. Un petit reportage au JT de France 2. Heureusement, il y en a qui passent chaque fois. Donc, voilà, je vous le laisse, c'est juste une illustration. Cela s'appelle le neuromarketing. Une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût. Désactivée, ils préfèrent le Pepsi. Mais... Voilà, donc je fais partie apparemment des quelques vieux cons que ça choque. C'est mettre au service du profit, du marketing, de la publicité, l'ensemble des savoirs, des neurosciences encore fondamentales. Pour que l'étude Coca-Cola soit bien claire pour tout le monde, c'est un Américain qui a publié ça, quand vous demandez aux gens ce qu'ils préfèrent, ils préfèrent Coca. 70% des gens, en gros, préfèrent Coca. Si vous leur faites goûter en aveugle, c'est-à-dire si vous enlevez l'étiquette et que vous leur faites goûter du Coca et du Pepsi, ils préfèrent le Pepsi. Le Pepsi a meilleur goût. Si vous mettez les gens dans une machine IRM qui permet de récupérer l'activité cérébrale et que vous leur faites boire du Coca et du Pepsi en aveugle, vous apercevez que la zone qui répond, la zone du choix, c'est la zone du goût. Alors il y a tout un réseau pour le goût, mais il y a une zone qui répond particulièrement qu'on peut bien identifier. Donc vous choisissez vraiment sur le goût. Si je vous mets une étiquette dessus, même si je vous mets du Pepsi dans la bouteille du Coca, quel que soit ce que je vous mets d'ailleurs dans la bouteille de Coca, c'est plus la zone, et que je vous fais comparer, c'est plus la zone du goût qui va répondre. Elle va s'effacer, elle est partie de l'image. Et les zones qui répondent, c'est des zones plus en avant, plus frontales, c'est des zones qui sont liées notamment à la mémorisation. Donc à la publicité. Donc littéralement, la marque, elle a été inscrite dans vos neurones. On n'a pas l'impression, mais c'est passé quand même. Des gamins, il y a plein d'études de publicité, je ne vais pas y passer longtemps, mais des gamins, si vous prenez la même frite qui sort de la même patate et qui sort du même bac, vous prenez un papier McDo que vous posez sur la table, avec le petit M là de l'autre côté, et vous prenez un papier quelconque, les gamins, ils vont à plus de 80% choisir la frite McDo, ils vont la trouver super meilleure. Vous leur faites goûter. Pareil pour les carottes, il faut le faire quand même. Les nuggets, etc. Donc il y a plein d'études comme ça qui montrent qu'effectivement, et c'est pas une surprise, les gars ne dépenseraient pas des millions et des millions et des millions d'euros chaque année si ça marchait pas. Nous, la pub, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer que la télévision, c'est pas vraiment un espace culturel et c'est pas vraiment non plus un espace éthique où on s'occupe, contrairement à ce qu'on nous dit, de ce qui arrive à nos enfants. Et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment je prends l'exemple du tabagisme parce qu'il est très frappant, sur comment on peut faire pour passer sous la ligne de flottaison du cerveau. J'ai perdu personne ? Cool. On
On m'a dit, quand ils voudront que t'arrêtes, ils te diront et tu t'arrêteras, parce que je crois que j'ai débordé un peu sur l'heure qui était prévue. Mais bon. Donc vous m'arrêtez, hein, quand vous en avez marre, on s'en va, tout ça. C'est rapide. Quand tu vois des neurochirurgiens travailler comme ça, travailler des jours, t'es inquiet en me disant si un jour j'ai à passer sur le billard, comment ils travaillent? Non. T'as entendu, non? Oui, je travaille dans un service de neurochirurgie, donc je me ferai opérer par mon pote, donc le problème n'est pas là. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas la qualité de ces gens-là à pouvoir opérer. Qu'à la limite, ils aient une deuxième activité, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là, d'abord, souvent, alors, lui, il est belge, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais souvent, ces gens-là, qu'ils soient neurochirurgiens, qu'ils soient neurologues ou autres, ont été formés dans nos universités, sur des fonds publics, etc., etc., que la majeure partie de cette recherche vient de la recherche notamment publique, même s'il y a une grosse partie de la recherche qui est privée. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on mette encore une fois au service de ces buts-là vraiment tout ce qu'on a pu en prendre et tout ce qu'on sait des failles du cerveau. Et encore une fois, c'est vraiment dénier le choix aux gamins. Je vais prendre juste un exemple bref. Nos goûts, ils se forment très tôt. La publicité, contrairement à ce qu'on dit, je reviendrai sur l'obésité, pas longtemps, n'y comptez pas. Nos goûts, ils se forment très tôt. Et la publicité participe profondément à la formation de ce goût. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié à la télé, mais qui est parlant. Vous avez déjà goûté du ketchup? Franchement, c'est pas super. Vous avez déjà goûté du ketchup à la vanille? C'est un cauchemar. Ils ont trouvé que sur un segment de population d'un âge donné en Allemagne, le ketchup à la vanille faisait un malheur. Juste eux. Donc ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Ils ont cherché, ils se sont gratté la tête. Ils devaient être fonctionnaires comme moi, ils avaient du temps. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé et ils ont fait ils se sont aperçus que ces gamins-là, ces gens qui étaient trentenaires ou quarantenaires maintenant, qui avaient gardé cette trace, c'est parce que quand ils étaient petits, ils avaient été, non pas allaités par leur mère, mais nourris au lait maternel, et que ce lait maternel, à l'époque, en Allemagne, il était parfumé à la vanille. Franchement, quand vous aimez le ketchup à la vanille, quand vous êtes grand, vous ne revenez pas derrière. Et pourtant, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça dans la petite enfance. Voilà. Café à la vanille. Je ne peux pas dire de mal, j'ai une mère allemande. Oui. Bonjour, Jean-Louis. Ce qui m'a choqué en lisant ton livre, c'est qu'en plus, en Belgique, là, pour rentabiliser l'hôpital loue ses services, ses locaux au privé pour qu'ils puissent faire des expériences de neurochirurgie. J'ai bien compris? Il arrive qu'effectivement, dans certaines structures, les IRM notamment et un certain nombre d'unités d'imagerie médicale, oui, effectivement, puissent être sous-loués pour ce genre de manip. Ouais. Ouais, c'est grave, je trouve. Le public privé, on nous le vend tellement partout. Voilà. Et ouais. J'ai dit que je faisais pas de politique aujourd'hui. Je vais vous parler des influences de la télé, juste pour rire. Alors les influences, il y en a 3 grandes. La cognition, tout le développement intellectuel, franchement ça déguste, je vais essayer de vous le montrer. La santé, c'est un problème de santé publique majeur. Et la sociabilité et la violence, sur lequel on reviendra si on a le temps. Et vous n'êtes pas tous endormis d'ici là, etc., etc. Alors, la cognition, qu'est-ce qui déguste? Ça, c'est l'ensemble des éléments établis, très bien établis dans la littérature, de façon cohérente par plusieurs études convergentes. Le langage, l'attention, je vais en parler, la lecture, l'imagination, la créativité, ça n'en parlerai pas. Le temps consacré aux activités académiques, donc les devoirs, le fonctionnement intellectuel et l'apprentissage, ne serait-ce que les effets de la télévision sur le sommeil. Quand vous avez 800 000 gamins en France de 4 à 10 ans qui sont devant la télévision encore à 10 heures du soir et qui sont de nouveau dans la télévision le matin quand ils se lèvent à 8 heures, comment voulez-vous qu'ils fonctionnent à l'école, ces gamins? Donc des difficultés, pas que ça, mais le sommeil, l'apprentissage et les résultats scolaires. Alors je vais commencer par les résultats scolaires parce qu'en fait ils agrègent un peu tout ce qu'il y a avant. Parce que si avant ça dysfonctionne, vous allez voir ça sortir dans une note unique, entre guillemets, ou dans un résultat unique qui est le résultat scolaire. Alors c'est pas pour stigmatiser le rôle de l'école ou pour dire que les notes c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste parce que c'est une mesure qui est relativement générale de ces choses-là. Alors d'abord, un petit dessin. Il y en a qui sont psychologues parmi vous? Chouette. Ah non? Zut. Bon. Donc il y a un test qui n'aime pas les psychologues, mais qu'il y en a qui utilisent quand même, qui s'appelle le test du bonhomme. Le test du bonhomme, c'est simple, on demande à un gamin de dessiner un bonhomme.
Le gamin, il dessine un bonhomme, alors ça mesure plein de choses. Ça mesure son coup de crayon, mais ça mesure aussi sa représentation, ça mesure son rapport à l'autre, la représentation qu'il a de l'autre, le symbolisme. Ce test-là, il corrèle avec le test de QI, grossièrement. C'est-à-dire que les gamins qui réussissent bien à ce test, ils ont en général des QI plutôt plus élevés que la moyenne, etc. Ceux qui réussissent moins bien, bah, ils ont des QI qui sont en dessous. Donc il y en a un qui a utilisé un pédopsychiatre allemand, je crois qu'il était pédopsychiatre, qui a demandé à des gamins de faire des dessins 5 ans. Alors les gamins, s'ils sont issus du même milieu, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. En haut, des gamins qui regardent peu la télévision, entre guillemets, et en bas, des gamins, donc comparables en termes d'âge, de sexe, de milieu socio-culturel, qui regardent beaucoup la télévision. Voilà, donc s'il y avait qu'une... alors c'est pas la meilleure étude qui a été réalisée sur le sujet, mais s'il y avait qu'un message à faire passer, il est là. Voilà. Vous précipitez pas chez vous pour faire dessiner votre enfant si vous en avez. 5 ans. 5 ans. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle des résultats scolaires. Alors, pour comprendre comment ça marche, l'étude suivante, il y a plusieurs façons d'étudier la télévision. Il y en a une, ça consiste à suivre des cohortes d'enfants pendant des années. Et ils ont suivi une cohorte d'enfants pendant plus de 25 ans. Donc ils les ont pris quand ils étaient tout petits et ils ont mesuré, quand ils étaient à l'école primaire, et ils ont mesuré tout un tas de paramètres. L'âge, le sexe, le poids, le niveau socio-culturel, etc., etc. Et après ils se sont demandé, on peut, avec des outils statistiques simples, prendre en bout de chaîne un paramètre, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont obèses, est-ce qu'ils réussissent à l'école, est-ce qu'ils ont des problèmes d'attention. Et il y a des outils statistiques assez simples qui permettent, parmi les paramètres qu'on a enregistrés, de savoir lesquels ont joué un rôle, et surtout quel est le poids de chacun de ces paramètres. Donc quand on vous dit c'est l'effet de la télé, c'est l'effet de la télé. Si vous dites, si vous ne contrôlez pas par exemple pour le niveau socio-culturel et que vous savez qu'il y a plus de télé dans les milieux défavorisés, ça ne voudra rien dire. Mais toutes les études, même si on tend à nous dire le contraire, toutes les études qui sont publiées prennent évidemment en compte ces facteurs-là et notamment le niveau socio-culturel. Sinon ça n'a pas de sens. Vous ne publiez pas une étude dans la littérature scientifique si vous n'avez pas ça. Voilà. 1 heure de télé par jour à l'école primaire, et vous augmentez de 43%, alors une fois que vous avez pris en compte le niveau socio-culturel, l'âge, le sexe, etc., et vous augmentez de 43% vos chances de sortir de l'école sans diplôme. Si votre gamin, à la fin de l'année, il rate le bac, il y a peu de chances pour que vous disiez, que vous pensiez à la télévision qu'il a regardée quand il était à l'école primaire, et pourtant, alors ça ne sera pas le seul facteur, ça ne sera peut-être pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui va augmenter très sérieusement les risques que ça arrive. Alors ça se comprend mieux quand je vous aurais dit ce qui se passe après. D'abord un autre exemple pour montrer que c'est bien causal. Ils ont pris des ados de 14 ans qui regardaient la télévision juste moins de 2 heures par jour. Et puis ils les ont suivis pendant 2-3 ans. Voilà. Et ils se sont dit, il y en a qui ont augmenté leur consommation et il y en a qui l'ont diminué. Je sais pas, il y en a qui ont découvert le tennis, le baseball, ce qu'ils veulent. Et donc ils ont moins regardé la télé. Ceux qui ont diminué leur consommation de télé, leur risque d'échec scolaire a diminué de 50%. Échec scolaire, c'est redoublement, se faire virer de l'école et se retrouver... Alors c'est une étude aux États-Unis, une note de A à F là-bas, c'est se retrouver dans les EF, quoi. Donc voilà, et ceux qui évidemment l'ont augmenté ont doublé leur risque d'échec scolaire sur la même période. Donc il n'y a pas plus causal que ça. La télé, je vais voir quelques facteurs. Alors je joue sur la lecture, j'en parlerai pas, je joue tout un tas de facteurs. Je vais en voir 2, l'attention, le langage, qui sont parmi les plus touchés. Alors l'attention. L'attention, c'est génial parce que il y a une mère qui m'a dit l'autre jour, franchement, si la télé ça pourrit l'attention, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et je prends mon gamin, je le mets sur une chaise, je le mets en face d'un jeu vidéo ou d'un dessin animé, je reviens 3 heures après, il est toujours devant, il n'a pas de problème d'attention. Voilà. Donc, il y a 2 types d'attention. Il y a l'attention qui est une attention captée, c'est l'environnement qui va venir capter votre attention. Ça démarre du mollusque qui se tourne vers le soleil. Vous l'avez chez le rat, le chat, le primate, tout ce que vous voulez, jusqu'au bonhomme. Quand votre gamin il naît, il est livré avec un système attentionnel en kit qui est tout monté, tout fait. Quand il y a quelque chose qui apparaît dans notre environnement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous surprend, on porte notre attention dessus. C'est un réflexe. Au même titre que quand le toubib il vous tape sur le genou et que ça vous fait bouger la jambe, quand vous avez quelque chose d'inattendu, ça passe même pas par le haut du cerveau, c'est même pas réfléchi, vous tournez votre attention. Il y a 2 raisons à ça. Franchement, si vous avez quelque chose d'inattendu, alors moins maintenant, mais si vous avez quelque chose d'inattendu, c'est soit quelque chose qui vient vous bouffer et il faut réagir vite, soit quelque chose à bouffer, il faut réagir encore plus vite. En gros, on peut le résumer comme ça. Donc ce système-là, c'est le système qui est utilisé par la télévision, notamment chez l'enfant. C'est des images rapides, c'est des images pour capter ce réflexe attentionnel.
Et la mère qui voit son gamin qui est devant la télévision et qui dit « Regarde comme il aime, regarde !» Le gamin, il est en train de devenir marteau. On est en train de solliciter constamment un réflexe qui est censé marcher de façon quand même épisodique. Et c'est pour ça que les gamins qui regardent la télévision avant d'aller à l'école, par exemple, ça mobilise énormément les ressources cérébrales. Vous ne faites pas marcher un réflexe comme ça use, enfin je veux dire, ça enlève l'essence du moteur, quoi. Et quand il arrive à l'école et qu'il a passé 3 quarts d'heure ou 1 heure devant la télévision avant d'arriver, franchement, il n'y a plus rien dans le système. Vous avez un zombie et il faut que le système se remette sur pied. Donc, en dehors de ce système d'attention, vous avez une attention dirigée. Là, c'est le cerveau qui va mettre l'ensemble de ses ressources sur une tâche donnée. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'intelligence, l'attention. Sans attention, il n'y a rien qui fonctionne. L'attention, elle fait quoi? On peut la voir un peu comme un chef d'orchestre, pour faire très simple. Il y a un chef d'orchestre là-dedans qui va contrôler ce qui remonte. C'est-à-dire, dès les informations qui vont remonter et qui vont passer par les relais de bas niveau du cerveau, dès cette information-là, elle est filtrée. L'attention ne laisse passer que ce qui l'intéresse, ce qui permet d'inhiber les interférences notamment. Ensuite, quand ça arrive en haut, il va falloir sélectionner les joueurs. C'est-à-dire, il va falloir sélectionner dans le cerveau, il va falloir faire taire tous les gens qui n'ont rien à dire, en gros. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, c'est un système qui s'apprend et qui s'apprend dans l'activité. Le jeu chez l'enfant, et puis un peu plus tard, je ne sais pas, la lecture, l'activité sportive, le jeu d'échecs, etc. Il y a plein d'activités qui développent l'attention. Il y a un très beau bouquin de Christophe André sur la méditation, qui s'appelle Méditer au quotidien, je ne sais pas, où il explique assez bien ça. Il montre que la méditation développe chez l'adulte l'attention. Et ce qui est important avec ce système attentionnel, c'est qu'il se développe tout au long de la vie. Mais si les fondations, elles sont mal posées, si c'est mal parti d'en bas, vos Lego, c'est comme un Lego, quoi. Et si en bas c'est tout petit et que ça n'a pas bien fonctionné, ben votre Lego, il ne montera pas bien haut. Et voilà ce que ça donne, ce que donne la télévision. Donc des effets sur ce système attentionnel qui sont mesurés. Pas le système réactif. Parce que les gens, quand ils vous parlent d'attention, ils vous parlent de l'attention vraiment dirigée. Mais en fait, la télévision, elle mobilise l'autre. Donc quand on regarde cette attention-là réactive, cette attention dirigée, par contre, celle qui permet au cerveau de vraiment d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent et de mettre toutes ses ressources sur une tâche donnée. Voilà. Alors, mêmes études, 1 heure par jour à 3 ans, et les probabilités de troubles attentionnels à 8 ans sont multipliées par 2. Ensuite, on refait ça plus loin. Vous prenez des gamins d'âge supérieur, de 5 à 11 ans, et puis vous regardez l'augmentation des troubles attentionnels à 13 ans, plus 50%. Mais attention, ça ne vient pas de ce qu'il y a avant, parce qu'au début de l'étude suivante, on mesure les compétences attentionnelles de l'enfant. On sait d'où il part. C'est-à-dire que les troubles éventuellement arrivés d'avant, ils sont pris en compte. Et ils n'ont rien à voir avec ces 50%. Les deux s'additionnent. Alors, il y aura peut-être une étude, je pense que ça va bientôt sortir, qui va prendre de 5 ans jusqu'à... Mais suivre les gamins pendant 30 ans, c'est du boulot. Donc, il y a des équipes qui sont en train de faire ça. Je ne sais pas quand ça va sortir. Et ben voilà, 1 heure par jour à 14 ans, même chose. Vous prenez en évidence, vous prenez l'ensemble des paramètres, niveau culturel, etc. Et les troubles, évidemment, attentionnels initiaux. Et vous augmentez encore de 44%. Tout ça, ça s'additionne. Et petite cerise on the gâteau... Les troubles attentionnels à 16 ans et vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Donc on tape sur les instits, on tape sur l'école, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit seule responsable des problèmes que peuvent avoir les gamins quand ils arrivent. À part mon instit, mais les autres, ils sont bien. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu subtil. Je vous ai dit que l'attention, elle se développait tout au long de la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. J'ai pas dit maman, hein. J'ai bien dit papa. Donc papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans. Un peu, je dis ce bovin parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc vous avez l'impression que vous avez un bovin apathique là qui fait rien pendant que vous repassez. Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer quand il est tout petit par prendre un objet. Sophie la girafe au hasard. Donc il prend Sophie, il la regarde 3 secondes. Au bout de 3 secondes, il en a marre, il la jette ou il n'arrive même pas à la tenir. Et puis le lendemain, il la prend un peu plus longtemps. Et puis il la regarde un peu plus longtemps. Le regard, c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va la prendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose. Et puis il va mettre les deux ensemble. Et puis ça va être de plus en plus compliqué.
Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et il se dit, oh, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde. Parce que son système attentionnel le porte à regarder. Il y a eu un son, ça l'a inquiété, il a regardé. 1 seconde. Juste une. Il n'y a besoin que de ça. Les gamins, là, dans cette étude, ils regardent la télévision entre 2 et 5% du temps. Mais cette seconde-là, elle fait que il a Sophie la girafe, il a regardé et il a perdu Sophie la girafe. Il recommence autre chose. Cette complexification, elle ne se fait plus. Et vraiment, vous portez atteinte au développement de l'attention et du système juste par ça. Parce que ces gamins-là qui sont devant la télévision, même si elle est d'arrière-plan, même si ce n'est pas eux qui la regardent, même s'ils ne font que jouer à côté, on parle de jeunes enfants, de 1 à 3 ans, ils changent de jouet plus fréquemment, ils présentent des schèmes de jeux beaucoup moins riches, ils affichent des places de jeu raccourcies, donc c'est moins compliqué puis c'est plus court, et en plus ils sont moins concentrés, juste du fait de la télévision. Parce qu'elle va happer l'attention, et quand vous êtes interrompu au milieu de quelque chose, il nous faut déjà du temps pour revenir dans le machin. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un mail qui arrive, ou le psychopathe qui vous appelle sur votre portable 15 fois par jour, vous répondez, vous posez votre portable, il vous faut un peu de temps pour... Le gamin, il ne fait pas ça. Le gamin, il pose, il prend autre chose, il repart ailleurs. Et donc, au lieu d'avoir un jeu qui est de plus en plus complexe, il a une somme de jeux mis bout à bout. Et ça, c'est une atteinte directe au développement de l'attention, notamment, et de tout le reste du système. Le langage. Ah, le langage. Allons-y. Le langage, c'est l'une des choses qui déguste le plus. Alors je vais commencer par un petit truc général pour vous donner une idée de ce que fait la télévision, globalement. Les étudiants américains passent un test d'entrée à l'université qui s'appelle le SAT, le Scholastic Aptitude Test. C'est sa partie verbale. Donc ceux qui ont un bon score, ils vont dans une bonne université. Ceux qui ont un score moyen, ils vont dans une université moyenne. Et puis les autres, ils vont là où il reste de la place. Dans les années 60-70, là, il était à 550, ce test. C'était la moyenne au test. Et puis il s'est effondré. Il s'est effondré en peu de temps. Il s'est effondré en moins de 10 ans. Il a perdu 10%. 10% sur un test super standardisé. Pour donner un exemple, c'est comme si demain, tous nos gamins... C'est comme si la médiane d'intelligence qui est à 100 aujourd'hui, demain, tous nos gamins, si on les testait, ils étaient tous à 90. C'est pas négligeable quand même. Donc ils ont perdu 10% et après ça s'est stabilisé. On s'est dit franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu plein d'hypothèses plus ou moins farfelues, plus ou moins racistes, plus ou moins... Il y en a qui ont dit ah, les Noirs sont arrivés à l'université. Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, c'était pas les Noirs, c'était les Hispaniques. Après c'était les femmes. Alors les femmes, ça s'est rapproché quand même. On les connaît. Mais bon, c'était encore pas ça. Après, il y a eu les instits, après, il y a eu les livres scolaires, etc. Il y a eu un peu tout, mais rien ne marchait parce que rien ne corrélait dans le temps et rien ne se calait et tout foirait. Et il y a une psychologue. Ils sont utiles des fois. Donc, je m'en emmêle les pinceaux. Donc, il y a une psychologue qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est... Le langage, il se développe tôt. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gamins-là quand leur langage s'est développé? Alors, celle-là, vous avez intérêt à l'apprécier parce que je me suis fait chier pour la faire. Au début, là, quand tout se passait bien à 550, il n'y avait pas de télévision dans les foyers. Et la télévision, elle est arrivée très vite. En 10 ans, elle avait colonisé plus de 90% des foyers américains. En 7 ans, elle était à plus de 75%. Pour un ordre d'idée, le réfrigérateur, je crois que c'était plus de 60 ans, la radio, plus de 50 ans, etc. L'automobile, 80 ans, le livre, plusieurs siècles, etc., etc. La télévision, c'est l'objet qui était rentré le plus vite dans les foyers. Voilà, ici c'était 30% de télévision, donc 30% des gamins ont été élevés avec la télé. On reparle de score moyen de la population, donc chaque gamin affecte ce score. Et puis ça a continué, 70, 93, et ça s'est arrêté, et quand tout le monde l'a eu, ça n'a plus bougé. Comme par miracle. Alors, ça montre, c'est le seul facteur à ma connaissance qui explique cet effondrement. Ça montre une autre chose, les gens me disent, ouais, franchement, moi j'ai regardé la télé, et j'ai fait Polytechnique. Ok. Tous les mecs qui vont passer le concours maintenant, ils sont là. Donc forcément, il y en a qui vont l'avoir. Mais si vous comparez cela avec les pépères du haut là-bas, là, ça va commencer à être plus délicat. Voilà. Donc c'est un peu le phénomène d'effondrement du langage, de cette fameux débat qui en sens n'a plus d'être sur le niveau baisse pas. Voilà.
Donc les effets de la télévision sur le développement du langage. Pourquoi? Parce que c'est pas le tout de le dire, il faut le montrer. Ça, c'est ce que nous dit l'industrie. Alors, l'autre jour, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais moi qui m'éclate. Oui, je suis grossier parfois, je suis désolé. Hein. J'avais une mère allemande, alors elle ne faisait pas la différence entre les bons et les mauvais mots. Donc, elle m'a tout filé dans la besace, et maintenant j'ai un peu de mal aussi. Donc, ce que nous dit l'industrie. L'autre jour, il y avait un gars qui était au supermarché avec sa femme. C'était à Marseille. Il avait un maillot de l'OM. Je suis tous au foot à Marseille. Et donc sa femme trouve un DVD, elle le prend, et c'était un truc pour le développement du langage. Elle dit oh regarde pour la petite. Alors, le mec enthousiaste, il prend le DVD, il le retourne, il voit le prix. T'es sûr? Oh, je sens pas bien. Et là le gars il a pris une volée de bois vert, gros con, il y en a que pour ton foot, père indigne, etc. Enfin moi il se faisait fouetter dans le magasin. Donc il a pris le DVD, il l'a mis doucement dans le caddie et je n'ai pas vu la suite des opérations. Et vraiment, ce qui moi m'a frappé, c'est pas tellement ce pauvre garçon, hein, t'es sûr, c'était cette femme qui pensait vraiment en toute bonne foi que si elle n'offrait pas ce DVD, que si elle n'exposait pas sa fille à ce DVD, il y allait y avoir un préjudice pour son développement langagier. Et voilà ce qu'on nous raconte. C'est plein de poésie, alors c'est quelques exemples parmi d'autres, mais... Alors, Brainy Baby, là, Brainy ça veut dire cortiqué, là, avec un gros cerveau, brain c'est cerveau en anglais. Alors vous allez développer le langage et la logique. Et puis Baby Einstein, porte bien son nom, pauvre Albert, enrichit le vocabulaire de l'enfant à travers la beauté de la poésie, de la musique et de la nature. Franchement, vous êtes parents, vous voyez ça, vous êtes vraiment indigne si vous achetez pas le truc. Hein. Baby TV, alors les histoires et les rimes de la série Lenny contribuent à l'apprentissage du langage. Donc voilà ce que dit l'industrie. Voilà ce que montre la recherche. Juste un exemple, une étude parmi plein. Alors cette étude, les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va voir si ça marche ces trucs, parce qu'a priori, ouais, why not? Donc, ils ont pris des enfants, ils sont allés dans des familles, avec des enfants de 12 à 12 mois, ils ont fait 3 groupes. Un premier groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, et ils leur ont dit, on revient dans un mois, salut. Un deuxième groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, ils lui ont filé une liste, ils lui ont dit, voilà 25 mots, alors des mots de base, hein, table, chaise, tout ça. On revient dans un mois, il faut que vous les ayez enseignés à votre enfant. Salut. Un troisième groupe, bonjour madame. Voilà un DVD, montrez-le à votre enfant, ça va faire du bien à son langage. Et dedans, il y avait effectivement, alors c'était 40 minutes le DVD, franchement ils en ont bouffé les gosses. 25 mots répétés 3 fois, DVD. 5 sessions par semaine pendant un mois. Les gamins, ils ont entendu 60 fois chaque mot. Franchement, un gamin dans la vie courante, quand il entend 4-5 fois un mot, s'il l'a pas enregistré, soit il faut lui faire greffer un cerveau, soit il faut consulter. Un gamin, très vite, il apprend. Je veux dire, les mots, ça rentre, il l'entend 3, 4, allez, 5, 6 fois, 60 fois. Il n'y a pas un gamin qui a entendu 60 fois un mot et qui ne le connaît pas. Surtout des mots courants comme table, chaise, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont revenus, les gamins dont les parents avaient une liste de mots à leur enseigner, tous ces gamins-là ont appris les 25 mots sans problème. Ceux qui avaient le DVD, ils n'ont pas appris plus de mots que ceux qui n'avaient rien fait, puisqu'on est revenu les voir un mois après sans vraiment, c'est un groupe contrôle qui n'avait rien fait, un groupe normal. Ils n'ont pas appris plus de mots que ce groupe-là. Non seulement ils n'en ont pas appris plus, mais ils en ont appris moins. On peut se dire, ouais, pas plus, mais moins. Tu charries, garçon. Imaginez la situation. D'abord, le langage, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment c'est de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie évolutive, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère parler à son bébé. Franchement, vous vous marrez, mais alors le bébé fait ouin, puis vous avez la mère fait ouin, etc. On a l'impression au début que c'est le bébé qui imite, mais pas du tout. La première année de la vie, c'est la mère qui imite le bébé. Le bébé, il fait un bruit, et la mère, elle lance la machine. Ouin, et elle se jette dessus comme une morte de faim, elle fait ouin au bébé, ça dure comme ça. Ça lui apprend l'échange, ça lui apprend les mots, ça lui apprend sa forme, l'appareil phonatoire. Là, la télévision, elle ne fait pas ça. Le bébé fait ouin, et la télévision, elle continue son affaire. Et surtout, plus grave, vous avez... on est très forts, nous, les humains. J'en vois au fond qui dorment, c'est pour ça que je le dis. On est très forts, nous, les humains, pour savoir où regardent nos congénères. À quelques degrés d'angle près ou dixièmes de degré, on sait exactement où se porte le regard de notre voisin. C'est pour ça que si vous vous promenez avec madame dans le bus et que vous espérez tranquille pouvoir regarder la voisine, ça ne marche pas. Parce qu'on le voit. Je sais, j'ai testé. Et donc la mère, quand le bébé regarde un objet, elle nomme cet objet. S'il regarde la chaise, elle dit chaise. S'il regarde la table, elle dit table. Mais la télévision, vous avez la table qui sort du sol, là, dans cette... Et la télévision, elle dit table. Mais si le gamin est en train de regarder la chaise, vous pouvez toujours vous gratter. Et le coup d'après, la télévision, elle dit encore table, mais il est en train de regarder le pot de yaourt. Vous étonnez qu'après, dans les neurones, le gamin, il s'y retrouve plus. Donc la télévision, non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher.
Et ça ne peut pas marcher, et ça a des déficits. Ils ont fait une étude à long terme sur les gamins qui utilisaient ça. 1 heure par jour de ces programmes éducatifs qui vont les rendre super intelligents et qui vont développer le langage et qui vont nous faire des Einstein à tous les coins de rue, et c'est 10% de lexique en moins. Il y a plein d'études qui montrent que les déficits précoces, alors c'est comme pour la lecture, mais les déficits précoces du langage, on a toutes les peines du monde, quand c'est possible, à les rattraper plus tard. Donc ces 10%, franchement, vous allez ramer et vous n'êtes pas sûr de les choper. Parce que l'ontogénèse, c'est un truc, à part pour certaines fonctions comme l'attention et encore, il faut développer le départ pour pouvoir développer la fin. Mais quand le train il est passé, il est passé. Vous n'avez pas le deuxième, il n'y a plus de cadencement dans l'autogénèse. C'est cadencement unique. T'as raté, t'as raté. Donc, 10% de lexique, c'est énorme, 10% de lexique, à cet âge-là. Alors, sur des enfants, une étude plus générale, sur des enfants qui regardent la télévision du tout venant, donc des programmes jeunesse notamment et surtout, qui vont regarder la télévision 2 heures par jour, c'est la moyenne entre 15 et 48 mois, vous multipliez par 3 le risque que ces enfants-là aient des retards de langage. Si vos gamins, vous les avez mis devant la télévision avant 1 an, en France, la dernière étude montre que c'est 70 à 80% des gens qui exposent leurs enfants. Alors pas forcément 2 heures, même si vous le mettez 5 minutes par jour, vous l'avez mis avant 1 an, c'est plus 3, c'est 6. Le facteur de risque, l'augmentation du facteur de risque que votre gamin ait un déficit de langage, c'est 6. Pourquoi? La télé en France, dans le foyer, elle est allumée à peu près 6 heures par jour. C'est-à-dire que 6 heures par jour, il y a quelqu'un du foyer qui la regarde. Pour pas qu'il repasse devant, ou je ne sais pas ce que vous voulez, mais il y a 6 heures par jour quelqu'un devant la télé. Les chercheurs, ils n'ont pas été bêcheurs, ils ont pris 4 heures pour faire leur truc. 4 heures par jour, ce qui est important pour l'enfant, ce qui prédit le développement de son langage, une très belle étude de 2 Américains, 2 psychologues qui s'appellent Hart et Risley, et qui ont suivi de façon obsessionnelle plusieurs dizaines de familles pour voir comment l'enfant apprenait le langage. Et ils se sont aperçus que vraiment le déterminant, c'est le nombre de mots que l'enfant entend et le nombre de mots qu'il prononce. Ils ont regardé notamment des familles avec des niveaux socioculturels différents, et ils se sont aperçus que plus on monte dans l'échelle, plus l'enfant entend de mots et plus il est sollicité à parler. Et la différence, elle est là. Et à partir de ce simple nombre de mots, ils ont réussi à prédire le QI de l'enfant à 9 ans et sa réussite scolaire. Ils ne sont pas suivis au-delà. Donc c'est quand même un prédicteur qui n'est pas tout à fait négligeable. Le nombre de mots entendus, c'est ce qui va prédire le QI de votre gamin à 9 ans, avant 3 ans. Quand vous avez la télévision, forcément, vous ne parlez pas avec votre gamin. Que ce soit lui qui la regarde d'ailleurs, ou que ce soit vous, quelle que soit la personne qui regarde la télévision, en moyenne, un gamin, il va entendre 13 500 mots quand il n'y a pas de télévision. Quand vous amenez la télévision, il ne va plus en entendre que 10 000. Ça veut dire qu'à la fin de son enfance, c'est des millions de mots qu'il n'aura pas entendus, des millions de répétitions et des millions d'occurrences. Et c'est des millions de fois où il n'aura pas été sollicité pour parler. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est 25% de mots en moins, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que sont ces 25%, dans la famille, je suis honnête, c'est les chercheurs qui ont trouvé ça, je précise avant, madame parle beaucoup plus que monsieur, à son enfant. Après, j'en sais rien. 70% des mots, c'est la mère, et 30% des mots, c'est le papa. Au moins dans cette étude. Ça veut dire que c'est comme quand vous mettez la télé, papa, il est muet. Je sais, mesdames, c'est un rêve, mais ça n'est qu'une comparaison. Donc, papa, il ne parle plus. Un autre exemple, pour voir ce que ça donne quantitativement, on parle plus dans les milieux sociaux favorisés que dans les milieux défavorisés. Quand vous amenez la télé, un gamin qui serait dans un milieu favorisé, vraiment un bon milieu pour le développement du langage, vous le mettez dans un milieu défavorisé. La perte de mots, elle est à cette échelle-là. Donc on n'est pas dans des choses négligeables, on n'est pas dans le marginal. Et c'est des mécanismes, ça, qui sont maintenant clairement établis. Demandez-vous si quand la télé est allumée, vous parlez autant avec vos gamins que quand elle n'est pas allumée. Alors là, c'est le langage, mais c'est pareil. Vous jouez moins avec lui quand le gamin, il est dans sa poussette, là, qui fait ses machins avec Sophie la girafe. Si le père, il est en train de regarder la télé, jamais il interagit avec son gosse. Jamais il prend Sophie, lui tire l'oreille, il en met une deuxième. Tout ça, ça enrichit énormément le développement du gamin. C'est extrêmement important, ces interactions entre les parents et les enfants. Et c'est extrêmement important au niveau du langage, mais aussi au niveau du reste. Et la télé, elle assassine tout ça. Voilà, l'attention, le langage. C'est bon? Continue? Cool. Ah non, mais je demande à ma direction, parce que j'ai été prévenu dans la voiture. Je suis venu avec lui, il m'a briefé, hein. Si tu parles trop, tac. La santé, le sommeil, l'obésité, je n'en parlerai pas. N'y pensez même pas une seconde. Le tabagisme, l'alcoolisme, la sexualité, l'image du corps, la sédentarité, tout ça, c'est ce qui est assassiné par la télévision. Allez, un petit mot quand même sur l'obésité, juste parce que ça me permet de dire que quand on parle des effets que peut avoir la télévision, les gens vous disent « Ouais, la télévision est responsable de tous les maux, tout ça, alarmiste ». L'obésité me permet de dire
vous allez me croire, que la télévision n'est pas le seul facteur en cause sur ces choses-là, mais c'est un facteur important. Il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs etc. Mais c'est pas parce que la télévision n'est pas le seul facteur, d'abord qu'elle ne joue pas un rôle, et parfois, je vais le montrer, le rôle le plus important, et puis surtout, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas un facteur important. L'obésité, notamment l'obésité infantile, moi j'ai pas eu de peau. Avant j'étais beau et svelte, et j'ai rencontré une gonzesse, et elle m'a dit si tu manges pas c'est que tu m'aimes pas, parce qu'elle est cuisinière. Voilà le résultat. Avant j'étais humain. Hein. Alors, donc, le problème de la télévision, c'est vraiment l'obésité infantile. Jacques Muller, qui est un ancien sénateur Écologie Les Verts, qui a essayé de faire passer un projet de loi pour réguler un peu la pub. Ça marche pas. Un enfant qui regarde la télévision 2 heures par jour à 3 ans, il a 3 fois plus de chances d'être en surpoids. Un gamin qui est en surpoids, il a 8 chances sur 10 de le rester à l'âge adulte. Donc vous le traînez longtemps. Et lui surtout le traîne longtemps. Donc, l'obésité, il y a plein de facteurs. Il y a le manque d'exercice, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus, parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision en mode automatique, et puis vous recommencerez à manger plus tôt après, et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis ils ont fait des petites études où alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, avec des gens qui mangent, mais même s'ils ne les voient pas et qu'ils ne les perçoivent pas consciemment, et des gens qui ne mangent pas à côté le même film, vous enlevez la séance, et qu'après ils sortent et qu'ils peuvent manger, ils mangeront 2 fois plus, ils boiront 2 fois plus, ils se mettront à fumer beaucoup plus, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées consciemment. Et tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc bref, dire pour en finir avec l'obésité, ça permet de dire que c'est pas le seul facteur, qu'il y a plein de facteurs qui jouent souvent, mais la télévision est, dans tous ces cas-là, un facteur important et un facteur majeur. Je vais vous parler juste de 1 ou 2 exemples là-dessus, de l'espérance de vie. Le mec qui vous dit ouais, franchement la télé ça n'a jamais tué personne, t'exagères. Ah ben si. Tac, petite étude australienne. À la fin, la télé, juste pour la sédentarité, le fait que vous la regardez, vous êtes assis, elle vous coûte 2 ans et demi à 3 ans d'espérance de vie. Vous dites ça aux gens, les gens ils vous regardent comme si vous étiez un psychopathe notoire, ça se trace très loin. Chez l'enfant, ça c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez l'adulte, 1 heure de télévision par jour, entre quelqu'un qui va la regarder 2 heures et quelqu'un qui va la regarder 4 heures, c'est la moyenne pour cet âge-là, vous allez augmenter quasiment par 2 le risque de maladie cardiaque fatale. Et ça se trace très loin parce que l'enfant, quand il va être devant la télévision, il ne va pas faire de sport, il ne va pas avoir d'activité, donc son système cardiovasculaire qui va se développer, au moment de l'adolescence notamment, va moins bien se développer. Quand vous enregistrez le diamètre artériel, c'est-à-dire l'artère qui pulse le sang, l'enfant qui va regarder 1 heure de télévision par jour diminue ce diamètre, diminue son épaisseur et diminue le diamètre. Quand le mec il va faire un arrêt cardiaque ou qu'il va faire un AVC quand il aura 50 ans, personne ne se dira que c'est parce qu'il a regardé la télévision quand il avait 13 ans. Et pourtant, c'est déjà là. Parce que ça altère le développement de ce système. Plus l'artère moins elle est développée, moins elle est large, et moins ça se passe bien derrière, il y a plus de chances que ça se bouge. Alors juste pour que ce soit clair au niveau des temps, parce que 2 ans et demi, 3 ans, vous vous dites... Donc les mecs qui ont fait l'étude, c'est plusieurs dizaines de milliers d'individus, c'est une étude épidémiologique australienne. Voilà, à chaque fois que vous regardez Dr House, combien ça vous coûte de vie? Pour savoir si le mec il va mourir à la fin ou pas? Allez, soyez joueurs, un chiffre. 10 minutes. Non mais 2 minutes, non mais vous n'êtes pas sérieux, jeune homme. Allez, 22. C'est-à-dire si vous ramenez ces 3 ans là au nombre d'heures de télé regardées, à chaque fois que vous vous posez pour regarder Dr House pour savoir si le mec il meurt, ça vous rapproche de 22 minutes de la vôtre. En gros. Vous récupérez pas tout parce que le développement du système, vous l'aviez pas quand vous étiez petite. Suicidez-vous. Oui, les effets, il y a beaucoup d'effets qui sont réversibles. Ah, voilà. C'est pas une mauvaise idée. Moi, j'ai pas eu le temps d'essayer, elle est morte avant, mais... La télé ou les écrans? Là, je parle de la télé, les écrans, si vous voulez, on en parlera un peu à la fin. Mais oui, il y a des effets qui sont au niveau de la sédentarité, de l'attention, du langage, etc. Oui, ça a des effets. Ça n'a pas été étudié, la taille des écrans.
Non, alors il y a pas d'étude à ma connaissance. La seule étude, c'est sur les grands écrans plats, ouais, qui semble avoir un effet plus. Ouais. Alors ces grands écrans très lumineux semblent avoir un effet sur la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc perturber le sommeil. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'études qu'on comparait. Alors il n'y a pas d'effet sur les yeux apparemment. Ouais. Euh, La veille sur les télés, qui sont installés dans les chambres à coucher. C'est bon. Et les veilles, les télévisions là, qui sont installées dans les chambres à coucher, c'est pas possible. Non, il n'y a pas d'études. Les études qui ont été faites sur le rayonnement des vieux tubes cathodiques n'ont rien montré. Alors vous avez, voilà, vous avez quelques gens qui vont vous dire si c'est dramatique, mais il n'y a rien. Moi j'en ai un qui m'a dit un jour c'est 666 Hz, c'est le diable. Mais voilà, mais il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a pas d'éléments qui permettent en tout cas de le soutenir, et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de raison de le penser. Il y a eu des recherches sur la télévision 3D? Très peu, ça commence sur la télé 3D. Alors les premières recherches ont montré que l'encodage, notamment de la mémoire, était meilleur. Et puis les recherches suivantes ont montré que c'était moins bon. Parce que, alors c'était pas tout à fait les mêmes tâches, mais parce que le 3D, ça vous prend plus de ressources cérébrales. Et donc c'est plus compliqué pour le cerveau. Donc pour l'instant on ne sait pas, il y a des recherches qui sont en cours, mais c'est nouveau la 3D. Et les chercheurs, ils ont un temps de réponse qui est quand même un peu mou. Donc dans 20 ans, on vous dira, quand on sera à la 8D, on vous parlera de la 3. En gros. Alors, je vais prendre l'exemple du tabagisme, maintenant pour la santé. S'il y en a parmi vous qui fument, je suis désolé, c'est pas ni pour culpabiliser les gens, ni pour avoir un jugement, mais c'est juste parce que c'est assez emblématique. 95 ou 98% des gens qui fument voudraient bien arrêter. Ils n'y arrivent pas parce que c'est super compliqué. Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Et l'exemple du tabagisme, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre télévision et consommation tabagique. Il ne devrait y avoir aucun lien parce que la publicité est interdite. Les placements de produits sont interdits. Donc ça devrait être zéro relation. L'industrie du tabac, elle perd beaucoup de monde en bout de chaîne. Quelques macabées à l'arrivée. Si elle ne chope pas les gamins jeunes, elle ne les chope jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas chopé un gamin, si vous n'avez pas commencé à fumer entre 20 et 21 ans, avant, vous ne serez jamais fumé. Ah, il y a des poissons volants, il y a des extraterrestres qui te mettent à fumer à 55 ans. Mais abstraction faite des poissons volants, vraiment sur l'ensemble de la population, il y a très très peu de chances que quelqu'un qui n'a pas fumé à 20-21 ans se mette à fumer un jour. Donc il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, c'est pas de savoir si ses parents fument, c'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques, on ne les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar, où on demandait aux gens, tiens, est-ce que vous avez eu des scènes tabagiques? Et les gens disaient non. Et pourtant, il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de sas. C'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je sais pas, c'était des mois, des années dans son voyage. Oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers de fois que c'est répété. Chez les hommes, l'autre jour, j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait Des mineurs, ce que j'ai vu. Et le mec, c'était un viril, quoi. Plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai quoi. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe comme ça, il suait comme une bête et après il sortait sa cigarette et faisait facile. Voilà, des milliers de fois. Et tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif. Et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés, ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer, les mecs, ils sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'asthme, rien. Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque, entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer, c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler, c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit?
il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème, c'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là, et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça, ça impacte, et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde, et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre, et il prend, et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours des boudins qui fument et qu'on les voit toujours avec les dents carriées, tout ça, que c'est toujours terrifiant. Voilà. Bon voilà, le reste est à l'avenant. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment... alors j'ai pris des femmes, j'aurais pu prendre des hommes. Mais c'est vraiment toujours des situations extrêmement déplaisantes. Les nanas, franchement, quand vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de regarder. Voilà, voilà, donc c'est ça, des milliers de fois. Et ça, le cerveau, il enregistre. Vous n'en êtes pas conscient, mais lui, il enregistre. Alors, en France, on a un truc génial qui s'appelle tout public. Tout public, ça veut dire que tout le monde peut regarder. Même les enfants. Aux États-Unis, ils ont un système, et en Allemagne, par exemple, ils ont un système où, par exemple, certains films sont interdits aux moins de 17 ans. Donc, ils ne peuvent pas aller les voir ensemble. Donc, les films sont codés. Et si vous vous mettez... les parents ont deux solutions. Soit ils font respecter ça et ils disent à leurs ados ou à leurs gamins, moins de 17 ans, même pas t'y penses. Méthode bolchevique de ma mère. Soit vous avez la méthode humaine, qui dit, mon fils, t'es autonome, vas-y, à la Dolto, fais ce que tu veux. Les gamins qui sont l'objet, alors je ne sais pas si une méthode est mieux que l'autre, c'est pas mon objet, simplement ce que je veux dire là, c'est que, des avantages et des inconvénients aux deux dans d'autres domaines, mais ceux qui ont une restriction sur ces films-là, par rapport aux autres, donc les autres qui ont accès à ces films-là, qui sont moins de 17, qui contiennent beaucoup de scènes, ils sont codés en termes scènes tabagiques, scènes de violence, etc., 3 fois plus de chances dans la population générale de se mettre à fumer. Si maintenant vous considérez que les familles où les parents ne fument pas et où les frères et sœurs ou les proches ne fument pas, c'est plus par 3. Entre le gamin qui va être exposé à ces films et l'autre qui ne va pas être exposé à ces films, quel que soit ce qu'ils vont vous dire sur le bout, oui ou non, c'est 10 fois plus de chances que ce gamin-là se mette à fumer. On n'est pas dans le marginal. Juste un exemple pour montrer comment le système s'attaque aux ados, si je puis dire. Mais sous des apparences de créativité. Il ne faut jamais tuer la créativité du créateur. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc entouré en rouge, il y a marqué tout public. Tout public, c'est-à-dire tout le monde peut y aller, donc vous envoyez vos gamins tranquilles. Voilà. Et donc c'est un film... c'est la fille d'une candidate à l'élection présidentielle aux États-Unis apparemment. Voilà, qui finit par s'envoyer en l'air avec sa prof. Rebelle, vous allez voir la gamine, personne ne veut lui ressembler, elle est moche et tout, c'est horrible. Elle est con, etc. Bref, voilà, elle est géniale, elle est super douée, elle est créative, elle est belle, etc., etc. Et voici quelques images du film, c'est en anglais, mais c'est pas trop gênant, parce que c'est le genre de film, même sans les paroles, on comprend. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ça s'appelle Loving Annabelle, c'est un film de 2006-2007. Ça veut bien marcher. C'est lui là-bas. Rockstar. Can't stand strummer for the weary. Voilà, donc au début vous avez la cigarette, mais
pas super, c'est pas suffisamment rebelle, tout ça, ça fait pas suffisamment Jones. Alors maintenant c'est le pétard. C'est un petit pote là-bas. Voilà, donc c'est sympa, il y a les petits grillons, tout ça. Bien avec les petits grillons. La nature. C'est naturel en fait. Alors je dis pas que c'est pas un jugement de valeur sur les gens qui font ce qu'ils veulent, mais c'est juste pour montrer comment ça rentre dans le système à un moment donné. On n'est pas éduqué à ça. Alors la dame qui arrive, c'est sa prof qui au début lui a dit bouh, fumer c'est pas bien. Ouais, mais maintenant qu'on se connaît, je peux te dire la vérité, c'est pas si mal. Voilà. Comme la cigarette, ça rend grand. Tout ça, vous êtes très mature, et bien après, vous couchez avec la prof. Vous ne croyez pas, hein? Vous ne croyez pas? On a grillé d'abord. La prof n'y a plus marre. Ah bah quand même. Messieurs, n'y comptez pas, c'est fini. Terminé, vous l'aurez le film. Ce qui m'amène à la sexualité. Micro. Ce qui m'amène à la sexualité. Le micro est bienvenu. Donc vous avez eu une scène là. La sexualité, c'est quand même un problème important aussi. 70% des programmes tout publics contiennent des références sexuelles à hauteur de 5 incidents par heure. Donc on en prend pas mal, c'est pas toujours un coït. Mais quand c'est une relation, quand c'est un coït effectif, dans la majorité des cas, 10 minutes avant, les gens ne se connaissaient pas. Donc le schème principal, c'est « Viens là, salut, comment tu vas, mets-toi sur la table, on fait notre affaire et on s'en va ». En gros, ça se passe comme ça une fois sur deux. Le préservatif, vous ne le voyez jamais. Il ne sort pas. De temps en temps, comme ça, une fois. Alors je crois qu'ils ont regardé 400 ou 800 films et qu'ils ont trouvé un préservatif qui sortait une fois de la pocket. Donc il ne sort pas. Encore une fois, pas de référence aux effets potentiellement négatifs, MST, grossesse précoce, etc. Ça ne sort pas. C'est toujours positif. Toujours belle nana, les beaux mecs, tout ça. Voilà, pour que les parents soient bien conscients de ce que les gamins regardent. Vous connaissez tous Rihanna. Alors là, il a sorti 2 des clips préférés des gamins, Rihanna et 50 Cent. Poétique, non? Donc encore une fois, c'est une petite partie de la vidéo là, de Bruno Harley, qui est vraiment un pédopsychiatre brillant, qui travaille beaucoup là-dessus. Et j'en profite pour le rendre hommage. Il a aussi beaucoup travaillé dans sa vidéo. Il a inclus un certain nombre de choses sur les jeux vidéo, qui sont un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui ont aussi ce genre de choses. Voilà, donc intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez vu les nanas, comment elles sont, mais c'est juste pas possible, quoi. Ça n'existe pas, des gens comme ça. Les mecs, souvent, alors ils sont pas comme moi, mais franchement, des comme ça, vous en voyez pas non plus beaucoup. Le rôle de la femme, au niveau des stéréotypes sociaux, c'est quand même assez impressionnant. Viens là jouer avec le bâton et rentre chez toi. Sois belle et tais-toi. Tout ça, ça a des incidences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ados qui sont exposés à ça, mais au film, à ce genre d'images, à terme, ça veut dire tout le monde couche, c'est 40%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet négatif. Ça veut dire que c'est marrant, c'est sympa, c'est plutôt cool. C'est vrai que ça peut être plutôt cool, mais bon. Ça veut dire, surtout, si je couche pas, je suis nul. Donc tout ça, ça nous amène à des passages à l'acte plus précoces, moins protégés, et avec une multiplication de partenaires. Donc ça, c'est pour ce qu'ont montré les études. Maintenant, les études épidémiologiques, 1 ou 2, juste pour la forme, il y en a beaucoup. Ils ont pris dans une étude des adolescentes de 13 ans qui étaient exposées à ce genre d'images. Alors là, c'était à la télévision. Et ils se sont aperçus que celles qui regardaient le plus la télévision, par rapport à celles qui la regardaient le moins, avaient 3 fois plus de chances de faire une grossesse précoce. Une autre étude qui a des résultats similaires, ils ont regardé sur les clips, et les gamins qui sont exposés à ces clips ont substantiellement plus de chances, ces clips vidéo, là, ceux que je viens de vous montrer, de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, viens sur le bâton, je vais te montrer comment ça marche, suce la sucette, tout ça, ça marche. Voilà, maladies sexuellement transmissibles, incluant évidemment le HIV. Voilà, les résultats de ça. Et juste une petite, parce que ça me tient à cœur, sur le... Vous rigolez, c'est parce que j'étais en train de le lire. L'année prochaine, je reviendrai avec une conférence pour assassiner Freud. Bon. Donc, image du corps, parce que ça me tient à cœur.
Voilà. Juste, ma gamine, la plus grande, elle est comme sa mère. L'inverse de moi. Spirituelle, intelligente, belle, etc. Un jour, elle a été voir un truc une série. Elle était chez une copine en vacances. Ça s'appelait Cœur Océan. Je ne sais pas si même vous, il y en a qui l'ont vu. Moi, j'ai regardé après. Donc, c'est des ados. Et des ados, ils sont beaux. Ils sont sur une île, sur une espèce d'île paradisiaque. Il y a la mer autour. C'est bleu, il y a du soleil, il y a des bateaux. Ils les poncent un peu la journée. Ils sont cons. Ils sont cons. C'est terrifiant. Et la question qui se pose, c'est avec qui je vais coucher ce soir. Compliqué. Donc la petite est revenue après avoir vu ça une fois. Elle s'est assise. Elle laisse son indice de masse corporelle, pour vous donner une idée. Si elle perd encore 1 kilo, elle est dans la maigreur. Donc elle est grande, elle est filiforme. Bref, donc il ne faut pas qu'elle en perde plus. Elle s'est assise et elle a dit à sa mère, non, ça je peux pas manger là. Je vais grossir. Jusque-là, ça va. Et si je grossis, j'aurai plus d'amoureux. Voilà. Donc ces idées-là, une fois, franchement, alors on se bat encore, elle n'est pas anorexique, mais franchement, il faut ramer pour lui faire bouffer du pain et des pâtes. Hein. Parce que si je suis grosse, j'aurai plus d'amoureux. Et c'est toujours dans le système. Et on a beau causer, c'est toujours dans le système. Il a suffi d'une fois. Imaginez quand c'est des dizaines et des dizaines de fois. Je vais vous donner un exemple. Ils ont amené la télé dans une île des Fidji, qui n'avait pas la télévision. C'était une population aborigène qui voyait les rondeurs comme un marqueur social positif. Alors j'ai pas dit l'obésité, j'ai dit les rondeurs. Ils ont fait une petite... les chercheurs, ils leur ont amené la télé, parce que ces gens-là, quand même, il faut les civiliser. Donc ils ont regardé, les chercheurs sont venus. Avant l'arrivée de la télé, ils sont revenus 3 ans après. Et ils ont regardé ce qui s'était passé. Avant, ils ont fait un petit sondage, il y avait quasiment 0%. Vous voyez, pas quasiment, ils ont trouvé 0% de gamines au régime. Et ils ont trouvé 0% de troubles du comportement alimentaire, anorexie, vomissement, etc. Quand ils sont revenus 3 ans après, rien d'autre n'avait changé. Dans d'autres îles, c'était resté la même chose. Ils ont trouvé qu'il y avait 70% des gamines qui avaient fait un régime, des ados, 70%. Et ils ont trouvé qu'il y a 11% des gamines qui avaient des troubles du comportement alimentaire et qui se faisaient vomir, notamment, pour contrôler leur poids. L'effet de la télé, il est là. Il n'y a pas fallu longtemps pour transformer complètement les représentations que ces gamines avaient de leur corps, du corps et de la place de la femme et de la façon dont la femme devait paraître. Voilà. C'est des poids qui sont lourds, c'est des manips qui là sont propres. Il y a eu la même au Canada il y a un peu plus longtemps où ils ont montré que les rôles sociaux, avant l'arrivée de la télé, les rôles sociaux étaient répartis. Le gamin